Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, on retourne en forêt. Comment ça va Sophie ? Froidement, il fait froid par ici. Est-ce que par chez toi ça va mieux? Plus chaud? Pluvieux. Pluvieux. En vrai, ouais, pluvieux. Mais bon, après, hein, ça fait du bien, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie, donc voilà, une petite journée pluvieuse. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ça fait du bien au jardin. On part en forêt du coup ? Ouais, on part en forêt. On va aller voir l'application directe d'un article qu'on avait vu il y a pas si longtemps que ça ensemble, donc à propos de chants d'oiseaux en forêt. Eh ben moi je vais parler de l'épervier de Cooper, et on va apprendre des trucs incroyables sur lui. Restez avec nous, je pense que ce sera dans la deuxième partie. Mais avant cela, eh bien, nous allons dérouler notre rétro piou-piou avec nos petites infos qu'on a trouvées, qu'on a glanées au fur et à mesure de cette dernière semaine. Je vais commencer, Sophie, si tu me permets, par parler d'un article de The Australian Broadcasting Corporation, ABC donc, qui parle tout simplement d'un oiseau, un oiseau qui est le puffin à bec grêle, et cet oiseau malheureusement devient célèbre pour être celui dans lequel on a retrouvé le plus de pièces de plastique. 778 morceaux de plastique qui ont été retrouvés dans un jeune âgé de 80 jours. On est à proximité de l'île de Lord Howe, pardon. C'est un archipel volcanique qui est présent en Australie, assez vierge de toute en réalité habitation, et même l'un des endroits les plus vierges de la planète, qui est décrit donc par Jennifer Lavers, qui étudie cette colonie d'oiseaux. Et c'est tellement, c'est tellement affreux à lire, vraiment. Il parle du fait que lorsqu'ils appuyaient sur le ventre de ce jeune oiseau, on entendait les bruits du plastique, justement, qui était dans le corps de ce jeune individu. Donc voilà, c'est un article que je vous invite à aller lire. Il est en anglais bien sûr, mais voilà, c'est encore une fois une preuve que le plastique, c'est une catastrophe écologique, et c'est aussi une preuve que il n'y a pas que les endroits, on va dire, les plus pollués qui sont touchés par ce genre de problème. Aïe aïe aïe, l'horreur, bon. Ah, l'horreur, ouais. Vraiment, l'article, attention, il y a quelques photos graphiques, donc voilà, si vous êtes un peu sensible, je préfère quand même vous prévenir. Moi, on va rester avec c'est pas exactement un polluant, mais en l'occurrence, c'est un médicament. C'est vrai que les médicaments, ça peut rester dans l'environnement pendant un temps. Celui-là, on va se demander ce qu'il peut faire dans l'environnement tout seul, parce qu'en fait, c'est un médicament contre le diabète qui, lorsqu'il est utilisé chez les poules, leur permet de produire des œufs pendant plus longtemps que ce qu'elles produisent d'habitude. D'accord. Voilà. Incroyable. Donc alors il s'appelle la metformine, donc c'est normalement quelque chose qui est prescrit chez les humains, hein, mais en l'occurrence ils ont testé chez des poules, ça leur permet de produire des œufs plus longtemps et de rester en meilleure santé pour produire des œufs pendant plus longtemps, donc ce qui intéresse beaucoup les gens qui produisent des poulets, parce qu'évidemment incroyable. Ça fait plus de rendement. Alors, est-ce que c'est bien sur le long terme? Ça, on sait pas, par contre. Est-ce que c'est une bonne idée, au niveau éthique, de filer des médicaments à des poules pour qu'elles produisent plus? Ça, on ne sait pas non plus. Voilà. mais en tous les cas, ça marche. Il y a les conséquences de notre santé aussi, hein, d'une certaine manière, hein, puisqu'on ne sait pas ce que peut donner, justement, ces poulets, entre guillemets, nourris aux médicaments. Donc, voilà. Ouais.
Moi personnellement, sceptique. je testerai pas. Après, c'est à vous de voir. Mais et ils ont trouvé, donc il y a tout un article qui a été publié sur le sujet. Ils ont compris exactement comment ça fonctionnait. Ils ont trouvé tous les passages, enfin bref, les différents trucs qui font que effectivement ça aide à pondre des œufs. Je suis pas allée voir dans les détails spécialement. Hein. Si vous voulez voir, il y aura les refs en description comme d'habitude. Mais voilà. Sachez que les médicaments, des fois, ça a des effets secondaires qu'on ne soupçonnait pas chez les poulets. Incroyable. Moi, je vais parler d'une application. Tu parlais d'application à la forêt. On verra si on parle vraiment d'application au sens électronique du terme d'ici quelques instants. La LPO qui a lancé une nouvelle application qui s'appelle WhatsApp. C'est une application qui sert à 3 choses. La première, c'est d'être un véritable guide ornithologique de poche, totalement gratuit. Ouh. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Vous retrouvez plus de 400 espèces avec des descriptions, avec des photos, enfin, pardon, pas avec des photos, avec des images qui sont dessinées, avec les différentes caractéristiques, évidemment, entre mâles et femelles, entre jeunes et adultes. Donc ça, c'est la première application de cette application, justement. La deuxième, c'est qu'elle vous permet de retrouver des oiseaux en fonction de critères que vous rentrez. C'est-à-dire que si vous avez trouvé, par exemple, un oiseau avec un bec particulier, avec une couleur particulière sur l'aile ou sur le ventre, eh bien l'application est capable de vous trouver justement l'oiseau qui est correspondant. Et la troisième chose, eh bien ça vous permet de trouver l'oiseau que vous avez soit photographié, soit que vous avez en face de vous par le son, donc comme BirdNet, sauf que eh bien cette application, cette partie d'application, elle est payante et je trouve ça un peu dommage en réalité, surtout quand on a BirdNet à côté qui est gratuit pour les champs. Alors peut-être que l'intelligence artificielle est beaucoup plus travaillée que celle de BirdNet. Et pour avoir testé l'application, je suis pas spécialement convaincu par la recherche par critères lorsque justement on a besoin d'identifier un oiseau et qu'on ne sait pas ce que c'est. J'ai fait des tests sur certains oiseaux et j'ai mis pas mal de temps avant de réussir à retrouver les oiseaux que j'avais en tête, des passereaux qu'on croise notamment dans les parcs et les jardins. Donc je suis pas spécialement convaincu par ce système entre guillemets de caractéristiques qui permettent par la suite entre guillemets d'établir une espèce de portrait robot de l'oiseau. Alors après peut-être que c'est moi qui cherche un peu trop, mais je trouve que pour des gens qui sont débutants, c'est pas forcément la meilleure approche que l'on pourrait avoir. Néanmoins, WhatsApp est gratuite et je vous invite à la télécharger, ne serait-ce que pour avoir un guide ornithologique de poche. Ça coûte très cher les guides ornithologiques de base. Et puis on en a beaucoup qui sont très lacunaires. Donc si vous avez un téléphone, si vous avez eh bien la possibilité de télécharger cette application, faites-le parce que c'est un vrai pas dans la bonne direction pour rendre l'ornithologie accessible au grand public. C'est chouette ça. Et est-ce que c'est du coup un guide ornithologique qui serait remis à jour régulièrement ? Ça, je sais pas du tout, mais je pense honnêtement qu'il y aura des mises à jour qui vont être régulières. Je ne sais plus qui s'en occupe, j'ai plus le nom, j'avais fait la recherche sur LinkedIn, mais c'est une société annexe qui s'occupe visiblement de de l'application, et peut-être que c'est elle aussi qui s'occupera de mettre en place la mise à jour des données, mais ça m'étonnerait quand même que l'application ne soit pas mise à jour, peut-être pas régulièrement non plus, genre toutes les semaines ou tous les mois, mais peut-être tous les ans ou tous les 2 ans, notamment tout ce qui va être carte de répartition, parce que c'est vraiment ça le point le point le plus critique, hein, c'est vraiment l'évolution de la répartition des oiseaux, tout ce qui est taille, tout ce qui est poids, tout ce qui est dimorphisme sexuel. Bon, a priori ça devrait pas trop changer, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à aller zioter un coup d'œil. WhatsApp, OISA2P. Et c'est disponible sur quelle plateforme ? C'est disponible sur toutes les plateformes Android et iOS, et comme je l'ai dit, c'est gratuit, sauf pour la features avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ok, on va garder ça, on testera, résultat la semaine prochaine. Eh ben, écoute. Ok, moi de mon côté, j'ai une petite news sur la coloration de certains oiseaux.
Alors c'était un petit article qui est publié sur le site d'Ornithomédia, donc si vous voulez aller voir plus de détails, moi je vais juste vous le parcourir rapidement. Vous savez que de temps en temps, il y a certaines mouettes, certains goélands, certaines sternes, voire même, qui peuvent avoir une petite coloration un petit peu rosée sur le plumage. Alors vous allez me dire, ouais, d'habitude c'est blanc et gris plutôt ce genre de bestiole. Oui, sauf à certaines périodes de l'année où là on a une petite teinte un petit peu rosée chez certains individus. Et il a été confirmé donc récemment que cette coloration rosée est liée pour certaines espèces à la présence de caroténoïdes dans le plumage, donc des pigments tout simplement, et pour d'autres espèces c'est carrément lié des fois à des champignons qui sont là sur le plumage et qui donnent cette espèce de couleur un petit peu rose. C'est notamment le cas de certains cygnes qui ont des plumes un petit peu rosées, et ce sont des champignons en l'occurrence qui donnent cette coloration. D'accord, mais des champignons sur le plumage ou dans le plumage? Sur le plumage, visiblement. Ok, d'accord, incroyable. Voilà. Moi de mon côté, j'ai fini pour la petite rétro. Et donc, ben si moi tu as aussi. un dernier truc à dire, eh bien, partons en forêt du coup. Alors, pour notre première information du jour, nous allons partir sur un article qu'on avait déjà étudié il y a déjà un moment, qui expliquait comment est-ce qu'on pouvait utiliser les enregistrements sonores de certains endroits, notamment des forêts, pour essayer de comprendre la bonne santé de cet écosystème. Alors on en avait parlé en long, en large, en travers, on avait regardé quel type d'enregistrement pouvait être utilisé, donc si ça vous intéresse, je vous renvoie à cet épisode-là. Et on n'avait pas vraiment vu en pratique comment est-ce que tout ça fonctionnait, ni comment est-ce qu'on pouvait vraiment l'utiliser en pratique, vraiment pour s'intéresser à la santé des espèces, ou de certaines espèces en particulier. Et alors là, c'est chose faite, parce que tout dernièrement, une nouvelle étude faite par le Cornell Lab of Ornithology a cette fois-ci utilisé cette technique pour s'intéresser à des oiseaux du côté de la Californie, dans la Sierra Nevada, et essayer de voir un petit peu quelles espèces pouvaient être trouvées dans ces environnements-là, et surtout pouvaient être suivies sur un très grand nombre d'heures d'enregistrement. Et non seulement ça, mais aussi quelles autres espèces, grâce à ces espèces-là, pouvaient être étudiées et suivies, et comment est-ce que les environnements et les écosystèmes finalement pouvaient être conservés grâce à ces pratiques-là. Donc comment est-ce qu'on pouvait s'intéresser à la bonne santé de ces écosystèmes et des espèces qui sont dans ces écosystèmes. Alors pour ça, va falloir qu'on parle d'un concept très très important qui va être le concept d'espèce parapluie. Alors Florian, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une espèce parapluie ? C'est une espèce qui a peur d'être mouillée, et donc du coup elle a un parapluie. Exactement. Il y a des bonnes réponses ce soir. Non, alors, pas du tout. Non, en vrai, je veux pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. Bon. Alors une espèce parapluie, on appelle aussi espèce paravent chez certains, voilà, les termes varient. Ah bah décidément, et pourquoi pas parasol pendant qu'on y est. Ah mais tout à fait, le soleil peut être dangereux. Donc une espèce parapluie, c'est une espèce qui a des exigences écologiques nécessaires à son maintien, mais qui sont généralement supérieures à celles des autres espèces qui occupent son habitat. De sorte qu'en fait, cette espèce, si on la protège, eh ben ça va protéger tout un tas d'autres espèces qui partagent le même habitat. Donc ça, c'est une espèce parapluie. Donc on cite généralement l'exemple du tigre. Alors on est d'accord, c'est pas un oiseau, mais je suis sûre que vous savez de quelle espèce il s'agit. Donc par exemple, quand on protège le tigre, eh ben on protège en fait non seulement le tigre, mais toute la biodiversité qui est associée à l'environnement dans lequel vit le tigre. Donc ça peut être à la fois des oiseaux, ça peut être des insectes, ça peut être des plantes, ça peut être plein de trucs qui sont dans ce même écosystème et qui vont être protégés grâce aux campagnes de protection de cet animal. Donc c'est ça une espèce parapluie. À ne pas confondre avec les espèces clés de voûte, qui sont cette fois-ci des espèces qui vont, elles, tenir en quelque sorte l'écosystème de par les relations qu'elles entretiennent avec d'autres espèces. Donc là, c'est encore une définition différente. Donc voilà, l'espèce parapluie, elle protège, parce qu'on va la protéger elle, donc ça protège d'autres espèces aussi. Et donc ces espèces parapluies, il y en a plein de différentes, et pour cette étude-là, les gens qui ont fait l'étude en ont choisi 6. Alors ils ont choisi une espèce de chouette, la chouette tachetée, ils ont choisi une espèce de pic, le pic à dos noir, ils ont choisi le colin des montagnes,
Donc ça ressemble un peu à une petite caille, c'est très mignon. Ils ont choisi le bruyant fauve, la paruline des mangroves et la moucherolle à côté olive. Alors c'est toutes des espèces qui habitent évidemment en Californie. Et ce sont des espèces qui ont des écologies très différentes. Donc évidemment, entre une chouette et entre un pic, par exemple, vous imaginez bien que l'écologie est pas du tout la même. Ce sont pas des espèces qui vont vivre exactement dans le même environnement, c'est pas des espèces qui ont exactement les mêmes besoins, et donc c'est pas des espèces qui vont avoir exactement la même protection sur d'autres espèces, vu qu'ils vont pas forcément évoluer dans les mêmes coins. Alors, en suivant en tous les cas ces 6 espèces, ça leur permet aussi non seulement de suivre ces 6 espèces pour savoir comment elles vont, mais aussi de suivre toutes les espèces qui leur sont associées et des espèces qui vont vivre dans des environnements similaires et qui vont avoir des écologies similaires. Donc ça c'est très très important, c'est à ça que servent les espèces parapluies, et donc grâce à ces 6 espèces, en fait, ils ont pu suivre à peu près 95% des espèces qu'il y avait sur place dans cette partie de la Sierra Nevada qui les intéressait. Ça fait quand même pas mal. Okay. Donc on est sur à peu près 25 000 km², c'est pas mal comme zone de répartition. Et pour leur étude, ils ont utilisé 892 000 heures d'enregistrement de chants d'oiseaux qui se sont faits donc sur le site de la Sierra Nevada. Ça fait beaucoup. Okay. Et comme on l'avait dit la dernière fois, ils sont pas juste amusés à écouter eux-mêmes ces 892 000 heures d'enregistrement, ça fait beaucoup. En fait, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour écouter toutes ces heures d'enregistrement et pour essayer de savoir quelles espèces d'oiseaux étaient associées à quelles autres espèces d'oiseaux, etc. Et pour savoir combien de fois ils chantaient, dans quels endroits de la Sierra Nevada, enfin bref, il y avait plein de paramètres qu'ils ont étudiés là-dessus, qui leur ont permis à peu près de comprendre comment tout ça fonctionnait. Donc c'est à la fois une utilisation de cet outil, qui va être les enregistrements audio, et l'utilisation de l'intelligence artificielle, comme on avait dit la dernière fois, qui leur permettent de leur simplifier en quelque sorte la recherche et le travail d'analyse, et d'arriver directement à leurs conclusions, et peut-être à de nouvelles méthodes pour préserver ces morceaux de forêt, et pour savoir surtout quels bouts de forêt sont les plus importants pour quelles espèces. Ça c'est très important, parce que du coup ça va leur donner des clés pour savoir comment et quoi préserver. Et ça, c'est généralement ce qui est le plus important, parce que vous savez très bien que dans la conservation, on n'a pas des fonds infinis, il y a un fond, justement, on touche rapidement le fond. On en a moins d'ailleurs maintenant, mais... Exactement, donc on touche rapidement le fond, c'est pas infini ces trucs-là, donc il faut savoir où utiliser ces crédits et où les utiliser pour le mieux. Ça, c'est absolument capital quand on fait de la conservation. Et donc ça, c'est typiquement un outil qui va servir à ça, pour savoir quelles parties sont les plus importantes à protéger, sur lesquelles on doit se concentrer en priorité, et ensuite peut-être si on a des crédits supplémentaires, on fera autre chose derrière, mais vraiment, savoir définir nos priorités, c'est essentiel en conservation des espèces, et ça, cette étude l'a fortement prouvé. Et en plus de ça, non seulement ça a prouvé ça, mais en plus, ça a permis aussi de bien qualifier, quantifier le concept d'espèce parapluie, parce que espèce parapluie, en fait, c'est un concept qui a été créé il y a déjà un moment, mais qu'on n'avait pas vraiment quantifié derrière. Tu vois, c'est un truc, on se disait, ça existe, ça fonctionne plus ou moins, mais on n'a jamais vraiment de statistiques vraiment définitives sur ce genre de concept. On n'a pas vraiment fait d'analyse pour savoir combien d'espèces sont protégées grâce à telle autre espèce, etc. On n'a pas de chiffres. Et grâce à cette étude, comme je t'ai dit, on a pu protéger 95%, enfin on a pu suivre 95% donc des espèces d'oiseaux sur ce site-là grâce à seulement 6 autres espèces, et tout de suite on a des chiffres, on a des pourcentages, on a des moyens de calculer, de quantifier tout ça, et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait précédemment. Et ça, c'est une grosse avancée, parce que ça nous donne des données. Et ça c'est bien. Incroyable. Est-ce que à quoi serviront ces données par la suite ? Ça va servir donc à se concentrer sur les aires les plus importantes pour la conservation. Alors peut-être par exemple, ça va être des actions de conservation comme il y a une aire qu'on va peut-être protéger plus du contact humain. Mettons par exemple qu'on va fermer peut-être certains chemins de rando qui passent par cette zone-là pour en ouvrir d'un autre côté où on sait que ça va peut-être moins déranger certaines espèces qui sont plus difficiles avec la présence humaine, par exemple. Ou alors on va pouvoir peut-être limiter le bruit dans ces zones-là. Mettons que
bon, certains décident d'installer des éoliennes dans certaines parties des parcs naturels, je suis pas forcément pour, mais mettons que ça arrive, ben dans ces cas-là, tu vas pouvoir dire, écoutez, cet endroit-là, peut-être mieux pas. Par contre, l'autre là-bas, cette zone-là, bon, ça fera moins de dégâts si vous la posez là-bas, c'est peut-être déjà un peu mieux. C'est pas vraiment français, mais choisissons la moins pire des solutions, voilà. Ça peut faire plein de, voilà, c'est vraiment utilisable. Sur le terrain, physiquement parlant, ce sont des choses qui vont nous donner des solutions derrière. Ou du moins nous aider à choisir certaines solutions. Donc c'est en ça que c'est important. On parlait d'utilisation de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on quantifie le temps gagné grâce à l'utilisation de cette intelligence artificielle ou pas ? C'est pas quantifié ici, mais je peux déjà t'assurer que c'est beaucoup. Que c'est beaucoup. Parce que je t'ai dit, il y avait, j'avais dit, c'est quasiment 900 000 heures d'enregistrement. 900 000 heures. T'imagines combien de temps il faut pour analyser tout ça quand t'as pas d'intelligence artificielle derrière et que c'est toi qui dois t'asseoir au bureau, poser les écouteurs sur tes oreilles et écouter tout ça. Ah, c'est un gain absolument non négligeable. Bah, on avait eu cette discussion lorsqu'on parlait d'un oiseau qui avait disparu en Amérique du Sud, où justement ils avaient utilisé de l'intelligence artificielle aussi pour essayer de le retrouver. Oui. Ils avaient écouté 3 millions d'heures d'enregistrement. C'est juste absolument stupéfiant. Ouais. Donc... Ah oui, non mais ça aide. Déjà les scientifiques ont un peu de mal parce qu'ils sont obligés de se couper en 4 pour arriver à faire leurs recherches, parce qu'il faut qu'ils soient à la fois sur le terrain, dans le labo, pour faire leurs calculs, leurs analyses. Ensuite, il faut qu'ils rédigent leurs articles, ce qui se fait pas en une journée non plus. Enfin bref, ils ont plein de trucs à faire, ils ont 15 000 recherches en même temps à faire, parce qu'ils en ont pas qu'un seul projet de recherche à la fois, généralement. Et ils ont les étudiants aussi qui doivent gérer derrière. Enfin bref, il y a tellement de trucs qu'ils doivent faire en une journée que analyser tout ça en plus de leur boulot est déjà difficile. Heureusement, l'intelligence artificielle est là pour aider un petit peu ce travail de recherche, et on lui dit merci pour ça. Oui, puis c'est peut-être la multiplication maintenant de ce genre de projets de grande envergure qu'on n'avait pas forcément par le passé, puisque justement on manquait soit de temps, soit d'argent, soit des deux pour les mener à bien, quoi. Donc, exactement. Donc c'est un vrai bon pas en avant. Sophie, on reste aux États-Unis. Je vais vous parler de l'épervier de Cooper. C'est bien parce qu'on reste dans les forêts aussi. On reste dans... Alors, pas vraiment. Pas vraiment. Mais on va y revenir d'ici quelques instants. L'épervier de Cooper, bon, il ressemble un peu à notre épervier d'Europe. Il fait à peu près la taille d'une corneille, pour vous donner une petite idée. Il est résident partout presque aux États-Unis. Il est en Amérique centrale en hivernage, donc on peut le croiser en hiver en Amérique centrale. Et en été, on peut le croiser un petit peu plus haut de son aire de répartition habituelle au Canada. Voilà. C'est une population qui est en augmentation. On considère qu'il y a environ 1 million d'individus qui existent à la vie sauvage, parce que c'est une population qui s'est remis notamment de l'utilisation du DDT et de la chasse intensive, qui avait fait énormément baisser les effectifs de ces oiseaux. Mais depuis 1966, eh bien, on a une population en constante augmentation. On n'a pas une augmentation faramineuse, mais cette augmentation est constante. Et c'est une bonne chose. Et puis, c'est une bonne chose parce que c'est aussi un oiseau qui s'est très bien acclimaté au paysage urbain. On le retrouve dans les parcs, on le retrouve dans les jardins, on le retrouve dans les mangeoires, ou plutôt près des mangeoires, parce que, bah, évidemment, les mangeoires concentrent des oiseaux qui sont ses proies. Forcément, l'épervier n'est pas dupe, il va passer par là. Et puis, on le trouve aussi dans les rangées d'arbres des quartiers. Vous savez, les fameuses rangées d'arbres où, par exemple, on peut trouver des corbeautières aujourd'hui en France. Eh bien, ce sont aussi des lieux dans lesquels on retrouve notre cher ami l'épervier de Cooper. Alors,
L'étude en elle-même, elle est sortie donc cette année, elle est sortie même au mois de mai, elle est réalisée par Vladimir Dinets, et uniquement Vladimir Dinets. Alors Vladimir Dinets, pour vous donner une petite idée, c'est davantage un spécialiste du comportement des crocodiliens. Mais c'est quelqu'un qui a parcouru un petit peu le monde, qui s'est intéressé aux oiseaux, qui s'est intéressé aux mammifères. C'est quelqu'un qui enseigne désormais les mathématiques. Voilà, donc vraiment quelqu'un qui, on va dire, a la science au sens large du terme dans son viseur. Et il habite dans la petite ville de West Orange, dans le New Jersey. Et il a observé un comportement très particulier de notre cher ami l'épervier de Cooper. Alors vous le savez peut-être, mais on a déjà eu des réflexions autour d'animaux qui utilisent les feux tricolores. Parce que c'est là où on va en venir, aux feux tricolores. Oui. On a notamment les corvidés qui utilisent bien, les voitures à l'arrêt pour déposer ou lâcher des graines au sol. Et puis, une fois que le trafic est reparti, les graines sont écrasées par les voitures et les oiseaux attendent à nouveau que le feu repasse au rouge pour pouvoir se nourrir des graines qui ont été écrasées par les voitures. On a des chats qui traversent aussi dans les passages piétons. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'observer ce genre de comportement, Sophie, mais personnellement, moi j'ai déjà eu l'occasion de l'observer et c'est très perturbant de voir ça. D'accord. De voir vraiment le chat attendre justement que le feu passe au vert pour justement pouvoir traverser la route. Ici, West Orange, on est à une intersection où le trafic routier abonde pas mal le matin. Donc, qu'a fait Vladimir ? Il a conduit une petite étude entre 7h30 et 9h du matin, environ entre 30 et 60 minutes, pour un total de 12 heures, sur 18 jours, étalés entre le 5 décembre 2021 et le 3 mars 2022. Évidemment, il n'a pas pris en compte les week-ends parce que c'était des lieux où il y avait tout simplement beaucoup moins de trafic. Et puis, comme on l'a évoqué précédemment, cette personne est chercheur, elle est enseignante, donc forcément, elle a aussi d'autres choses à faire. Mais c'est quand même assez intéressant ce qu'il va observer, parce que en 12 heures d'observation, il va observer 6 attaques d'éperviers de Cooper. Maintenant, Sophie, que j'ai posé le contexte, à ton avis, quel est le rapport entre l'épervier d'Europe et les feux tricolores ? L'épervier d'Europe, l'épervier de Cooper. L'épervier de Cooper, tu vois. Ouais. L'épervier de Cooper, absolument. Il se perche dessus, il attend qu'il y ait d'autres oiseaux qui viennent poser des noix ou des machins devant les roues. Ah, c'est intéressant, mais non, ce n'est pas ça. Il n'attend pas perché sur les feux tricolores. Non, en fait, il attend dans des arbres pas très loin du feu tricolore. Mm-hmm. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il attend que le feu passe au rouge. D'accord ? Ok. Et lorsque le feu passe au rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une congestion du trafic. Donc, il va y avoir des embouteillages qui vont se former. Et l'oiseau, va profiter de cet embouteillage pour attaquer des petits oiseaux qui sont en train de se nourrir dans la rue adjacente. D'accord. Qu'est-ce qui déclenche, à ton avis, son attaque, Sophie ? Peut-être le bruit des voitures. C'est pas le bruit des voitures, mais c'est le bruit de quelque chose, effectivement. Je sais pas, ce qui déclencherait des klaxons, peut-être ? C'est pas les klaxons. Non, c'est le bruit du passage piéton. Alors, à Paris... J'ai eu l'occasion de me rendre à Paris il y a quelques jours, lorsque on a justement la volonté de faire passer le feu au rouge, on a donc un bouton sur lequel on peut appuyer et ça déclenche un petit bruit lorsque le feu passe au vert. Ouais. Eh bien ce bruit, je le compare au bruit de Paris, mais je ne connais pas du tout si c'est le même bruit qu'à Paris, mais je pense que c'est ça. Ce bruit précipite l'épervier de Cooper d'un arbre où il était assez loin du feu tricolore à un arbre très proche du feu tricolore. Et pourquoi il profite du bruit ? Parce que tout simplement, les autres oiseaux ne l'attendent pas, ou plutôt ne l'entendent pas. Et donc du coup, ce que fait cet oiseau, c'est qu'il se perche à la maison 12, enfin la maison 11, il attend que le feu rouge aligne les voitures, qu'il y ait ce bruit de passage piéton,
Et ensuite, celui-ci va se propulser vers l'entrée de la rue pour ensuite attaquer les oiseaux qui sont juste en face de lui. C'est fou, hein? Ouais. Donc c'est le bruit de la signalisation piétonnière, qui est responsable du comportement de cet oiseau. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette observation? Alors déjà, très important à considérer, Vladimir Dinets se dit qu'il s'agit d'une étude de cas, et donc en tant que telle, très difficile ou impossible à reproduire en laboratoire ou dans d'autres quartiers. Et puis il rajoute aussi que c'est pas la première fois qu'on a des comportements, on va dire, particuliers de rapaces. Il cite par exemple le fait que les fauconniers peuvent apprendre aux rapaces à chasser sélectivement certains types de proies, que certains rapaces se coordonnent pour chasser en meute. C'est le cas de la buse de Harris, si je dis pas de bêtises, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça. C'est vrai. Ou encore utiliser des bâtons enflammés pour allumer des feux de forêt, notamment en Australie, pour nos milans noirs et milans royaux qui justement utilisent des brindilles enflammées et ensuite les déposent à d'autres endroits pour pouvoir détecter les proies plus facilement et les récupérer plus facilement si celles-ci sont encerclées par le feu. Donc c'est assez intéressant parce que ce genre de comportement, c'est des comportements qu'on a déjà observés un petit peu chez les corvidés notamment. J'ai parlé de notre cher ami, le corbeau qui disposait ces fameuses graines sur la route. Certains mammifères, on a parlé du chat, mais pas chez les oiseaux de proie. C'est la toute première fois qu'on a justement une observation. C'est une observation qui est faite chez un oiseau de proie qui utilise justement la classique signalisation d'intersection pour pouvoir par la suite chasser, en l'occurrence ici des petits oiseaux. Donc il y avait du moineau domestique et de croix de la tourterelle triste, si je dis pas de bêtises, dans les différentes choses qu'il a précisées, sachant que, et ça c'est une limite aussi de l'observation qu'il a faite, il n'est pas certain que l'épervier réussisse ses attaques. Il a effectivement vu un moineau s'envoler pris de peur et une tourterelle tuée, mais il n'a pas la certitude que les attaques soient des attaques qui à chaque fois amènent à un succès. Voilà, parce que il était placé dans un angle de vue qui lui permettait de voir le déplacement, la fuite entre guillemets des oiseaux, mais pas forcément de voir le succès de l'attaque. Et un autre détail très intéressant qu'il décrit dans son étude, c'est que l'oiseau, visiblement, ne fait cette action qu'une seule fois par jour. Il ne l'a jamais revu par la suite dans le cycle d'observation, qui était de 30 à 60 minutes. Il n'a jamais revu l'épervier de Cooper refaire ce genre de coup. Ouais, ils sont pas bêtes, hein. Mais bon, faut voir après si peut-être... Même si ça augmente un poil le succès de l'attaque, au final, même si c'est pas parfait à chaque fois, si jamais ça augmente un petit peu par rapport à ce qu'on pourrait avoir hors de la ville, par exemple, pour le succès de l'attaque chez l'épervier, ce serait suffisant pour qu'il se décide à migrer en ville et venir s'attaquer à des proies plus simples en ville. S'il y a une meilleure réussite derrière, c'est intéressant pour lui. Comme je l'ai dit, ce sont des oiseaux qui sont très bien acclimatés au paysage urbain aux États-Unis. Donc, effectivement, ce sont des oiseaux que l'on retrouve assez fréquemment dans les petits quartiers résidentiels. Juste information complémentaire, j'ai précisé qu'il n'y avait qu'une seule attaque par jour, non pas parce que l'épervier pourrait, entre guillemets, suruser son attaque, mais parce que tout simplement les oiseaux qui étaient justement en train de se nourrir ne se réunissent plus pour la journée. Voilà. D'accord. D'après les observations justement de Dinets. Voilà. Petite information complémentaire. Mais c'est chouette comme comportement parce que franchement... Mais tu vois, c'est un comportement en plus à rajouter à l'intelligence des oiseaux, comme tu l'as souligné au début, qu'on connaît déjà très bien par d'autres comportements au feu rouge. Mais ce sont des observations qui sont séquentielles, c'est-à-dire que on ne peut pas malheureusement les reproduire, comme il l'expliquait. Et grande majorité des observations que l'on a chez les oiseaux sont justement des observations qui sont ponctuelles.
On a beaucoup de papiers justement sur des comportements d'oiseaux très particuliers. Je pense notamment à un article de 2023, on parlait de Citel torche-peau qui utilisait un petit bout de graine pour extraire des insectes d'un tronc d'arbre, qui à ma connaissance, une des seules fois où on a vu une citelle utiliser un objet pour le coup. C'est quelque chose qui n'a été relaté qu'à un seul endroit et qui n'est relaté qu'à par une seule personne de la littérature. Ça veut pas forcément dire que le comportement n'a jamais été refait par d'autres oiseaux, ça veut juste dire qu'il n'a jamais été observé par d'autres personnes ou jamais relaté par d'autres personnes. Donc on peut être très surpris honnêtement de ce que l'on peut observer parmi les oiseaux et les comportements qui en découlent. Ça m'intéresserait de voir si la progéniture de cet épervier peut-être plus tard donnait lieu au même type de comportement, si c'était du coup un comportement transmis et appris, ça pourrait être chouette. Ce serait génial. Après, l'un des gros problèmes, je pense, de cette étude, pour vérifier ça, c'est que les résultats, ou plutôt l'étude a été conduite entre 2021 et 2022. On est 3 ans plus tard. C'est peut-être difficile d'observer ce genre de comportement. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura une suite justement à cette réflexion de Vladimir Dinets, mais oui, ce serait intéressant effectivement de savoir si c'est un comportement qui est transmissible de génération en génération. Bah oui. Eh ben merci, c'était une chouette anecdote. Eh ben de rien, et c'est sur cette chouette anecdote que se termine cet épisode du Courrier de la Sterne. Merci à vous tous et à vous toutes de l'avoir suivi. On vous rappelle que que vous pouvez retrouver, j'en perds mon français, j'en perds mon latin, sur toutes les plateformes de streaming. Vous nous retrouvez également sur YouTube, vous avez la section commentaires si jamais vous avez des questions à nous poser. Et je vous rappelle bien sûr que toutes les sources sont à retrouver dans la description du podcast. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. À plus.